Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est mardi, et mardi c'est mardi. Voilà, comme ça les choses sont dites et parlons vrai. Et la semaine dernière c'était mardi gras et c'était crêpes, il y a 15 jours. Oui, c'était crêpes Philippe David la semaine dernière. Ça va Philippe David? Oui, ça va et vous? Et oui, mais aujourd'hui vous avez rien trouvé. La semaine dernière c'était crêpes, cette semaine c'est quoi? Parce qu'après vous me qualifiez de culbuto, alors là j'ai attaqué un régime drastique. Sous contrôle d'huissier. En fait vous et moi on est en décalé tout le temps, quoi. Quand j'ai faim vous faites un régime, quand j'ai pas faim vous mangez. C'est exactement ça. C'est pas faim. Bon, donc en tout cas aujourd'hui j'avais faim, c'est dommage. C'est pas grave. En tout cas c'est les vraies voix. Oui, on avait tous faim. On avait tous faim, mais vraiment Philippe David, vous êtes en dessous de tout comme toujours. Voilà. Je me mets toujours à votre niveau. Bien sûr. Mais François, vous nous aviez pas promis quelque chose? Il me semblait complètement oublié. J'avais promis du saucisson. C'est-à-dire que vous êtes venu avec un panier anti-inflation à 0 à l'intérieur. Que dalle. Rien. 0 nada. 0. Bref, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Et allez, le petit sommaire pour vous expliquer cette émission. Au sommaire, donc soutenez-vous Édouard Philippe qui défend des peines planchées en cas de récidive d'agression sur les élus et les policiers. Et ben c'est ce que vont défendre les députés du groupe Horizon à l'Assemblée nationale jeudi prochain sur ces violences à l'égard des élus, des forces de l'ordre en cas de récidive. Ils proposent une peine planchée. Un premier désaccord avec le groupe présidentiel Renaissance, Philippe. Oui, Cécile, puisque les députés de Renaissance s'opposent à ce texte, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti est également opposé à ce texte. Alors, on est loin d'avoir une majorité. Si Renaissance ne le vote pas, il y a fort à parier que la NUPES ne le vote pas. Est-ce que pour vous, il faut mettre des peines planchées dans ce cas de figure, ou vous dites non, les peines planchées, ça a été supprimé sous Hollande après que Sarkozy les ait mises en place? On vous attend au 0826 300 300. En tout cas, à cette question, est-ce qu'il faut remettre les peines planchées? Vous dites non à 63%. Et puis, autre suppression, c'est la question que l'on vous pose, faut-il supprimer les régimes spéciaux de la retraite? Voilà, c'est le coup de projecteur à 18h40. L'examen de projet de loi de la réforme des retraites débute donc aujourd'hui au Sénat et Bruno Retailleau annonce voter le projet si des modifications ont lieu. Le chef des LR au Sénat souhaite accélérer cette suppression des régimes spéciaux pour atteindre le régime général dès 2025, Philippe. Oui, Cécile, alors que qu'à l'Assemblée, les députés de l'opposition n'ont pas pu aller au bout de la défense des régimes spéciaux, Olivier Dussopt s'est dit ouvert à l'accélération de leur suppression, une suppression qui pourrait attirer le vote des sénateurs LR. Alors est-ce que pour vous il faut supprimer les régimes spéciaux, ou est-ce qu'il faut les laisser durer, ou carrément les aménager dans le temps avec la fameuse clause du grand-père? Vous bénéficiez d'un régime spécial, vous n'en bénéficiez pas et vous trouvez ça scandaleux. On vous attend au 0826 300 300. En tout cas, pour les supprimer, c'est un grand oui sur notre compte Twitter. Moi aussi, j'adore. 62%. Vous restez avec nous. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Ah, il vous fait rire, hein, Philippe David, Philippe Bilger. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Et pourtant, il dit des choses justes. Penser, je le regarde. Oui, c'est hypnotique en fait, c'est ça que tu veux dire. C'est peut-être l'effet du crâne, voilà, ça va les loin. reflets. Sympathique, Je me souviendrai de cette phrase, Tom Cullen. Bonjour. Philippe Bilger, c'est hypnotique. Ah oui. Mais mon dodu. C'est comme ça. Non, il faut quand même savoir que Philippe Bilger appelle dans l'intimité Philippe David mon dodu. Dans une intimité totalement platonique. Oui, relative. Une confidentielle, bien sûr. Une intimité assez lointaine quand même. Ça va, Françoise Degois? Ça va, ma chère Cécile. Voilà, c'est ça. Minibus. Et vous écrivez Philippe David et Philippe Bilger en vacances ou en week-end? Non, ils chantent la chanson. Non, uniquement. Est-ce que tu viens pour les vacances? On a un petit groupe dans lequel est Patrick Roger pendant les matchs où on s'envoie de temps en temps des messages. Ouais. Et je suis en permanence dérangé par leurs messages. C'est ça. J'essaie de regarder sur mon portable. C'est des messages de vrais beaufs. Alors Philippe Bilger est en train de vous dire gentiment, Philippe David, arrête avec tes messages, tu me saoules pendant les matchs. Je vous retirerai du groupe, on restera avec Patrick Roger. Comment on a dégagé quelqu'un d'un groupe? Donc, et dans ce petit groupe d'aujourd'hui, on va faire rentrer Olivier, 0826 300 300. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Merci, avec grand plaisir. Olivier, on me dit ce que vous faites. On me dit que vous êtes dans un truc, là, mon musicien et j'espère que vous ne parlerez pas faux aujourd'hui. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est joli, c'est joli. J'ai la voix un peu en vrac, mais je vais essayer de raisonner juste quand même. Et vous faites quoi? Vous chantez ou vous jouez d'un instrument? Je fais les deux. Ah bon? Ouais.
Et alors, on peut Je entendre? joue de la guitare et je chante du blues en fait. Mais non, Ah oui, donc. mais non. Ben ouais. Et ça fait quoi? Ça fait quoi, par exemple? Ça fait quoi par exemple? Bah oui, par allez-y, exemple. chantez. On veut une performance. Lord knows I love you. Putain. I don't know how much I care. Pas mal. Magnifique. Pas mal. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Bon, un Bravo. échantillon. Ah bah, très bien, bravo Olivier. On avait ça. le moral, Olivier, on l'a plus. Vous avez mis un coup de blues là. Vite, Jonas 5, François, vite. Ah bah, en tout cas, vous avez trouvé la bonne note pour Oh là là, choisir. Elle enchaîne les perles ce soir. Vous avez trouvé Bah la ouais. bonne note. Bah ouais, vous avez trouvé la bonne note. C'est bien, c'est bien. C'est bien, ouais, Non c'est mais bien. ces arguments, c'est pas du pipeau. Vous savez quoi, Françoise? Toi, tu vas finir au violon. Vous savez quoi, Françoise? Pourriez rationner cette astuce-là. Françoise, regardez-moi et prenez du plaisir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, en tout cas, Olivier. Non mais qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Ils parlent que Olivier, d'eux, vous ça restez alors. avec nous. Vous allez devoir choisir contre qui vous allez gagner. Vous pourrez bien entendu jouer, et gagner, j'espère pour vous. Et vous allez bien sûr pouvoir réagir sur tous nos débats. Aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Rouge et noir, j'exciderai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Et c'est là que notre réalisateur me fait comprendre que je n'ai pas de cerveau et que j'ai complètement oublié la musique. Merci Benoît. Voilà, c'est Et ça. en rouge et noir, c'est les couleurs de Sud Radio rouge et noir. Voilà. Jeanne Masse qui fête ses 65 ans aujourd'hui. Soix- Quel 65 tube. ans. Vous savez, Ah oui, il y en a deux comme ça. Il y a Jeanne Masse et Désirless. Ouais. Incroyable. Si on met voyage, tout le monde se met à chanter. C'est dingue. Ouais, c'est bien. Ouais. Jeanne Et, Masse, et superbe. en rouge et noir, ça vous dit rien? Rouge et noir. Ah, si. Mais c'est Toulon, RC Toulon. Non, non, c'est c'est non, Toulousain. Sud Radio, les gars, Non, Sud mais Radio. On l'a dit, Sud Radio, Non, mais mais rouge c'est et un noir, Toulousain, parce bien que sûr. Toulon rouge, parce que D'accord. Toulon noir, parce que Toulon rouge et noir. Écoutez, vous allez pas nous embêter avec Toulouse, vous. Attendez, bah, excusez-moi, parce que- mais... Eh ben, excusez-moi, à Toulon, avec Johnny Wilkinson, combien de fois Oui. champion d'Europe? Et Pardon. c'est- Ce qui est fou, c'est qu'il 3 faut fois. au moins Pardon. 3 Le Stade minutes Toulousain, pour que 5. Françoise râle. Non, mais je râle Elle a pas. été longue aujourd'hui. Non, mais j'ai Non, absolument elle pas. admire Mais Johnny. J'admire Johnny Wilkinson, Allez. c'est lui qui râle. Vous vous rendez Ouais. compte un peu cette inversion de la charge? Il râle. Il râle. Allez, on se fait, c'est qu'un réquisitoire du Mais oui, procureur. oui, Quand je on pourrai le l'attend. dire et que j'arriverai à le dire correctement, le réquisitoire du procureur. Vous l'avez. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. C'est à vous. Et c'est un double réquisitoire pour le prix d'un, puisque vous allez requérir contre 2 anciens présidents de la République. Ah bon? Oui, en fait, je suis un peu agacé par lorsque je lis que Nicolas Sarkozy murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron, notamment sur la réforme des institutions. Je suis un peu agacé, même lorsqu'on nous dit que Brigitte Macron, pour laquelle je n'ai pas voté, conseille très fortement son mari. Et ce qui m'agace pour Sarkozy et Macron, c'est qu'en effet, on a 2 présidents pour le prix d'un. Je veux dire, quelle est cette démocratie qui, derrière le paysage officiel, mène un certain nombre de dialogue officieux, qu'un Sarkozy puisse murmurer à l'oreille d'un Macron sur les institutions ou sur autre chose. Ce qui m'exaspère à titre strictement personnel, c'est que je rêverais d'une démocratie qui respecte profondément la légitimité du vote que j'ai donné et qui ne concerne personne d'autre que le président. J'ai l'impression que de plus en plus, on a derrière les votes qu'on a voulu donner une sorte de paysage flou, inquiétant, préoccupant, dans lequel on n'a pas le droit d'entrer, mais qui est plus important que la vie publique transparente. J'ai entendu parler d'un livre qui s'appelait L'homme qui n'avait pas d'amis, écrit par une certaine Françoise Degois. Là, finalement, à entendre Philippe Bilger, Emmanuel Macron a au moins un ami, c'est Nicolas Sarkozy. Ils sont pas du tout amis. Ah bah, il lui souffle à l'oreille. Non, mais ça n'a rien à voir avec de l'amitié. Il y a un intérêt, des intérêts bien compris. Emmanuel Macron a besoin de Nicolas Sarkozy car il considère que c'est encore une figure tutélaire de la droite et que il a été très déçu d'ailleurs, parce que Sarko lui avait
promis de ramener 40 ou 50 personnes pour les législatives. Il n'en a rien été. Et il a également, et Nicolas Sarkozy a besoin d'être ami avec ce président pour les raisons qu'on sait, pour des raisons judiciaires, pour des raisons encore d'existence. Moi, je suis absolument pas heurté. Ça m'étonne ni de l'un ni de l'autre. Je les vois bien tous les deux. Passe-moi le sel, passe-moi le poivre. Et tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ils ont une mutuelle admiration, mais ce n'est pas de l'amitié. Ce sont des intérêts bien compris de l'un et de l'autre. Ça me choque absolument pas. Ça a toujours été ça. En Italie, vous savez, Meloni, c'est Draghi qui murmure à son oreille depuis son élection. Bon, voilà, Puis, c'est comme ça. effectivement, juste pour rajouter un peu mon grain de sel, mais en effet, il y a quand même des intérêts stratégiques quand même derrière, puisqu'il y a eu effectivement un revers aux législatives pour Macron. Il a, je pense, une grande difficulté à sonder parfois l'opinion sur certains sujets. Et effectivement, c'est pas facile parce qu'en France, quand même, on est un pays qui aime beaucoup les débats, qui aime beaucoup les polémiques, les controverses. Je parle pas des manifestations après dans la rue proprement parler sur des sujets comme les retraites, mais voilà, de manière générale, tout est sujet à explosion potentiellement dans l'espace médiatique, sur les réseaux, etc. Donc à un moment donné, effectivement, on imagine un petit peu, c'est pas un surhomme, il prétend pas l'être, c'est peut-être d'ailleurs une bonne chose, donc qui s'entoure d'autres personnes, pourquoi pas après, est-ce que Sarkozy, est-ce que c'est forcément la première personne avec qui je parlerai à sa place, j'en sais rien, mais je ne suis pas à sa place, mais s'il y a une pluralité en tout cas de personnes avec des opinions vraiment différentes sur des sujets aussi importants que les retraites ou la réforme des institutions, honnêtement c'est plutôt une bonne chose. Je peux m'inscrire en faux, vous dites c'est pas un surhomme, il prétend pas l'être, bien sûr que si, Emmanuel Macron prétend qu'il est un surhomme. C'est vrai, ouais, dans bien ce sûr, lui, maintenant je pense qu'il la met un peu plus en veilleuse maintenant. Non, mais tu vois, c'est ce que tu crois, tout procède de lui dans sa tête, même le soleil et la lune. Ce qui m'importait, c'était d'abord Emmanuel Macron a remarquablement bien joué avec Sarkozy, parce que en le rendant, alors qu'il n'est plus là, il le rend indispensable. Mais derrière ce point de vue totalement discutable du procureur, je voulais surtout mettre en cause, derrière l'apparente transparence, des mécanismes qui nous échappent. Et ça n'est pas totalement normal. Philippe, vous savez, alors vous devriez être exactement, vous devriez être absolument farouchement pour la 6e République. Tant que la 5e fonctionnera comme ça, ce sera toujours comme ça. La grille du coq, on la connaît tous, c'est tous les visiteurs du soir qui passent. Il y a toujours eu des visiteurs du soir, des gens plus ou moins incongrus. Il y a toujours eu des conseillers de l'ombre. Il y a toujours eu des gens qui murmurent à l'oreille des présidents. Pourquoi ? Parce que le président est un roi. C'est bon. Voilà. Donc il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faudra changer ça. En tout cas, c'est comme ça. Il donne de l'emploi à des seniors, des seniors. On reste dans la thématique. On peut pas tout avoir. Bon, c'était vraiment bien. Dans un instant, on va revenir sur ces peines de plancher en cas de récidive d'agression sur les élus, et les policiers. Et je vais y arriver parce que vous me faites rire. C'est une proposition d'Édouard Philippe qui sera présentée jeudi à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'il faut ces peines planchées ? Pour l'instant, vous dites non à 65%. Vous nous appelez, oui ou non, vous nous appelez 0826 300 300 et on parlera football avec Félix Mathieu et Frédéric Thiriez sera avec nous, l'ancien président de la Ligue de football professionnelle. On verra ce qu'il pense justement du départ de Noël Le Graët. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est bien heureux de vous accueillir régulièrement dans cette belle maison Sud Radio et vous êtes de plus en plus nombreux à nous accueillir, chez vous, oui, bien sûr. Dans votre poste. Dans votre poste, ça c'est bien, c'est bien. Oui. Mais n'oubliez pas de nous apporter à manger parce que forcément, dans votre cuisine, dans votre cuisine, dans votre cave, en train de bricoler, en train de bricoler, j'ai dit. Quelqu'un qui bricole dans sa cave. Je salue mes copains qui bricolent et qui écoutent Sud Radio. Faut capter dans la cave. Françoise, vous avez donc des amis qui en ce moment-là bricolent dans leur cave. Dans mon petit village de Bossidène, ils sont en train de bricoler et je les salue. Vous savez pourquoi Françoise de Gouin est marteau? Oui. Et un humour, toi. Oh là là. Franchement, époustouflant. Et puis c'est original. En fait, vous avez raison, Philippe Bilger. Il y a des gens de leur voiture qui sont en train de se dire mais pourquoi j'ai pas fait cette vanne? Incroyable. Pourquoi c'est lui qui l'a faite? Parce que c'est lui. C'est sur lui. Voilà, en tout cas, Tom Conan est avec nous, Françoise de Gouin est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Dans quelques instants, on reviendra sur notre grand débat du jour. On reviendra sur cette proposition de peine planchée en cas de récidive contre des violences faites à des élus ou à des policiers. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Vous dites non pour l'instant sur notre compte Twitter. Allez, tout de suite, 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Les 3 mots dans l'actu sont démission, promotion et rébellion. La démission de Noël Le Graët, acculé face aux polémiques et aux accusations de harcèlement. Le menhir quitte la présidence de la Fédération française de foot. La promotion de Noël Le Graët, l'ancien président de la FFF, dirigera désormais le bureau parisien de la FIFA. Et oui, ça a été annoncé quasiment dans la foulée. Et puis lui avait crié « À quoi tu sers ?» à Emmanuel Macron. C'était ce week-end au Salon de l'Agriculture. Le militant écologiste plaqué au sol va porter plainte. Les vraies voix Sud Radio. Les polémiques ont fini par rattraper Noël Le Graët. L'indéboulonnable président de la Fédération française de foot a dû se résoudre à annoncer sa démission ce matin devant le comité exécutif. Il s'en va après 11 ans de règne et plusieurs mois d'obstination. Il y a 13 jours, le rapport d'audit sur la FFF enfonçait le clou quant au problème de harcèlement sexiste. Pourtant, ce matin, la Fédé a rendu hommage au bilan de son président démissionnaire, dénonçant même, je cite, le dénigrement disproportionné de ce rapport d'audit sans réelle procédure contradictoire selon l'instance dirigeante du foot français. Ajoutons que Noël Le Graët n'a pas tardé à se recaser puisqu'il va diriger désormais le bureau parisien de la Fédération internationale de foot, la FIFA. Autrement dit, eh bien, le menhir n'est pas totalement mis sur le banc de touche. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Frédéric Thiriet, ancien président de la Ligue de football professionnel. Bonsoir. Bonsoir, Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Alors selon la ministre des Sports, Noël Le Graët a pris la bonne décision en démissionnant. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Je crois que c'était inévitable, mais attention. C'est pas le départ d'un homme qui réglera tous les problèmes de la fédération, loin de là. Et il est urgent que la 3F se remette en marche en se concentrant sur ses fondamentaux. C'est-à-dire en particulier le football amateur et le football féminin qui sont bien à la peine aujourd'hui, j'insiste là-dessus, et surtout, peut-être, en transformant profondément sa gouvernance qui n'est ni démocratique ni transparente. Pour le moment, on a un président intérimaire à la tête de la 3F, Philippe Diallo. Il peut mettre en œuvre ces chantiers de rénovation de fond en comble, selon vous ? Il le peut. C'est un garçon que j'ai bien connu. On a travaillé ensemble pendant 15 ans lorsque j'étais président de la Ligue et lui, directeur général du syndicat des clubs. La question qui va se poser pour lui, c'est aura-t-il les moyens de le faire avec un comité exécutif où les appétits individuels vont se manifester très rapidement. Mais en tout cas, je souhaite qu'il réussisse. Il a jusqu'au 10 juin, en l'état actuel du calendrier. Le 10 juin, il y aura réélection d'un nouveau président. Je suppose qu'il y sera candidat. Je souhaite de tout cœur qu'il réussisse parce que ce qui se passe dans le football depuis plusieurs mois est une véritable catastrophe, j'insiste là-dessus, pour l'image de notre sport. Et moi, je pense aux bénévoles, à nos 400 000 bénévoles qui se dévouent tous les week-ends pour former et faire jouer nos jeunes. Je pense à nos 2 millions de licenciés, notamment aux enfants et aux jeunes garçons, jeunes filles. On donne un exemple déplorable. Il faut se remettre tout de suite au boulot. Le travail ne fait que commencer. Et si vous voulez, pour me résumer, je dirais que cette démission de Noël Le Graët doit être le premier acte d'une profonde refondation et pas son aboutissement. On ne peut pas, après avoir sacrifié ce que j'appellerais le coupable idéal, continuer comme avant. Ce n'est pas possible. On a ce COMEX qui a ce matin salué son bilan tout de même. Noël Le Graët a été malgré tout un bon président, selon vous, de la Fédération française de foot ? Alors, je vais être très clair avec vous. Pour moi, il a été un bon président de la Ligue de football professionnel jusqu'en l'an 2000. Nous partagions les mêmes valeurs à l'époque. Solidarité entre grands et petits clubs, entre Ligue 1 et Ligue 2, solidarité avec le football amateur, contrôle financier des clubs. Mais pour moi, il n'a pas été un bon président de la fédération. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'il ne s'intéresse absolument pas au football amateur, qui est pourtant le cœur de métier de la fédération et la raison, je dirais même la raison d'être de la fédération.
François Il de est temps de revenir aux fondamentaux. On est juste une question technique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une élection ouverte. On est bien d'accord que le président ne peut être issu que du COMEX. C'est ça, hein, Frédéric Thirier. Hein. Donc, C'est une élection qui n'est pas du tout ouverte, mais fermée. Voilà, donc c'est quand même compliqué parce que tous ces gens... Non mais honnêtement, j'adore entendre votre discours de vérité, mais enfin, ça fait des années que tout le monde considère que Le Gret est complètement hors jeu, mais personne n'a ouvert la bouche jusqu'à ce qu'on soit sûr que l'homme était à terre et qu'il allait enfin partir. Donc comment on peut imaginer que va jaillir un successeur de ce COMEX qui a fermé les yeux pendant des années sur Noël Le Gret? C'est ça qui va pas. Alors personne n'a ouvert la bouche sauf moi, pardonnez-moi. Je sais, non mais oui. Lorsque j'ai été candidat contre Noël Le Gret en mars 2021. Je ne parle pas de vous, Frédéric. Je vous dis comment voulez-vous que le renouveau vienne d'une instance qui, de toute façon, n'a jamais eu de courage, n'a jamais eu le moindre courage. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les élections véritables sont prévues en décembre 2024, donc c'est loin, à moins que une assemblée générale extraordinaire décide de révoquer le comité exécutif, donc auquel cas il y aurait une élection générale dans les 2 mois. Ça serait pas mal, ça, finalement. Eh bien, c'est une possibilité et je pense que le football amateur y réfléchit. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Thirier. Merci beaucoup d'avoir passé la tête dans Les Vraies Voix de Sud Radio, ancien président de la Ligue de football professionnel. Autre sujet, il avait été poussé par la sécurité d'Emmanuel Macron après avoir alpagué le chef de l'État au salon de l'agriculture. Le jeune militant écologiste porte plainte. Oui, la scène avait été filmée et très partagée sur les réseaux sociaux ce week-end. Un jeune homme poussé, tiré par les cheveux samedi après avoir interpellé le chef de l'État. Il a été joint par un confrère de LCI, Paul Larouturou, ce jeune militant écologiste qui annonce donc vouloir déposer plainte et qui donne au passage sa version des faits. Je suis vraiment choqué par cette violence, dit-il. Je n'ai proféré aucune insulte, exercé aucune menace. Lui dit avoir crié « À quoi tu sers ?» C'est le slogan de ce mouvement Dernière Rénovation, slogan inscrit sur les fameux t-shirts qu'il portait. Puis il raconte ensuite avoir crié « Plan de rénovation thermique », ça on l'entendait, et je cite, 2200 morts par an à cause de la précarité énergétique. Et ce jeune militant raconte après ça avoir été attrapé par le cou, étranglé, tiré par les cheveux par un agent de sécurité de la sécurité présidentielle. Il dit avoir reçu des coups derrière la tête, sur les joues, d'où cette plainte. Ce jeune militant Dernière Rénovation dit avoir désormais plusieurs traces d'ailleurs de violence, des contusions, des bosses sur le crâne. De son côté, Emmanuel Macron avait réagi en se disant prêt à recevoir à l'Élysée ces jeunes militants de Dernière Rénovation pour pouvoir dialoguer avec eux. En creux, il leur reprochait finalement d'asséner des slogans sans être ouvert au dialogue. Merci beaucoup Félix Métieux. Vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, Édouard Philippe remet sur la table les peines planchées. Les députés Horizon ont décidé de placer justement dans cette niche parlementaire un texte sur l'instauration d'une peine minime d'un an d'emprisonnement en cas de récidive d'agression sur des policiers ou des élus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous soutenez? Pour l'instant, vous dites non à plus de 60%. On a envie de vous entendre. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver. Comment ça va, Philippe David? Ça va très bien. Les débats sont déjà passionnants. Oui, c'est passionnant et passionné. C'est ce qu'on aime ici. Ça va, Philippe Bilger? Il y avait une forme de consensus pour dire à quel point nous apprécions Pieux, et je fais mise Gianni Infantino, le président de la FIFA. C'est incroyable les noms d'oiseaux qui volent dans ce studio sur ce monsieur. C'est un accord collégial mixte, comme on dit. Absolument. C'est une sorte d'unanimisme là qui m'a vraiment. Le pouce en bas. Voilà. Enfin bref. Appelez-nous d'ailleurs si vous voulez nous en parler de cette affaire. Est-ce que ça vous choque que Noël Le Gret soit démissionnaire direct. Et recasé direct? Est-ce que vous trouvez ça normal sans que ça gêne personne? Il a une heure d'inquiétude. Ouais. En fait, Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Goa est avec nous et Tom Conan, auteur de ce livre Pollution publié chez Albin Michel, est avec nous. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le groupe Horizon a lancé un autre débat. Faut-il rétablir les peines planchées contre les agresseurs de forces de l'ordre? Nous, on veut s'attaquer à ceux qui récidivent alors qu'ils commettent des actes de violence sur les personnes dépositaires de l'autorité, et pas seulement de l'autorité, mais qui représentent un service public. On ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent. Les peines planchées, c'est un fiasco. Carrément un fiasco. Ah non, mais c'est un fiasco. Les personnes qui sont dépositaires d'autorité ou qui rendent service à la nation de par leur profession, de par leur engagement
engagement doivent être protégés. Et d'ailleurs, les chiffres de la délinquance, à l'évidence, démontrent là encore que pendant cette période des peines planchées, en réalité, la délinquance n'a pas baissé. Édouard Philippe qui parle de remettre sur la table les peines planchées. C'est les députés de Horizon qui ont décidé de placer en tête de leur niche parlementaire. Ce sera jeudi. Un texte sur l'instauration d'une peine minimale d'1 an d'emprisonnement en cas de récidive et d'agression à l'encontre des policiers ou des élus. Forcément, ces peines planchées instaurées par Nicolas Sarkozy pourraient revenir, Philippe. Oui, enfin, peut-être pas tout à fait, puisque la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Mouchou, auteure de la proposition de loi, affirme que les peines minimales de la nouvelle loi ne s'appliqueront qu'aux infractions commises sur les agents publics. Alors, est-ce que vous êtes pour le retour des peines planchées, pour les récidivistes sur les agents publics ou pour tout le monde? Ou est-ce que vous pensez, comme le garde des Sceaux, que les peines planchées ne servent à rien? On vous attend au 0826 300 300. Et notre invité, justement, pour en parler, Naïma Mouchou. Bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-présidente Horizon de l'Assemblée nationale et auteur de la proposition de loi. D'abord, avant de revenir vers vous, pour comprendre pourquoi ce retour de la peine planchée, Philippe Bilger, peut-être retour par retour, est-ce que c'est envisageable? Lorsque j'ai entendu parler de cette proposition de loi de Madame la vice-présidente pour Horizon, j'ai eu un premier mouvement d'heureuse stupéfaction. Ça fait des années que je réclame très modestement le retour des peines planchées. Mais j'ai bien conscience que les peines planchées initiales ont été totalement rabotées parce que le Conseil constitutionnel les avait vidées de leur efficacité. Et si je peux me permettre 2 observations, je regrette que le groupe Horizon soit pas assez ambitieux dans sa proposition de loi. Moi, j'aurais souhaité le retour des peines planchées pour l'ensemble des infractions qui pouvaient être régies hier par les peines planchées. Et deuxième élément, ce qui m'intéresse, c'est de voir avec quelle condescendance ou quelle hostilité l'ensemble du groupe majoritaire se permet de traiter Horizon, votre proposition de loi, et je dirais plus globalement Édouard Philippe. On a vraiment l'impression qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, et je n'aime pas du tout cette désinvolture démocratique à l'égard du groupe Horizon. Françoise Degois, qui n'est pas d'accord. Françoise Degois. Oui, une majorité relative, et puis il va falloir se calmer s'ils veulent passer la rampe Renaissance, parce que le groupe Horizon, sans le groupe Horizon, ça devient plus que rikiki, la majorité. Elle est plus que très 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 relative. Moi, je suis, pardonnez-moi, ma chère Naïma, je ne vous connais pas, mais je suis fatigué de cette utilisation politicarde des peines planchées. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une sorte de frisson, on ressort les peines planchées. Sarkozy les avait mises en place, Nicolas Sarkozy. François Hollande les a supprimées. Il les a pas supprimées par laxisme, il les a supprimées parce qu'elles sont complètement inutiles. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un fiasco, mais la réalité, c'est que ces peines n'ont servi à rien. Quel but, et je suis assez étonné de votre part, quel but contre le principe d'individualisation de la peine, que par ailleurs, c'est pas la peine de fabriquer une nouvelle machine à laquelle on ne comprend absolument rien, un nouveau mécanisme, cette maladie de régler un problème de société par une nouvelle législation, c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué. Et je trouve que c'est de plus en plus fatigant, et les gens ont bien compris que finalement, ça me semble être une forme de hocher. Et puis, qu'est-ce que vous entendez par représentant de l'État? Qui est un représentant de l'État? Alors, les professeurs, les policiers, les ambulanciers, qui est un représentant de l'État? Que va faire le juge? Il aura une obligation. Ça veut dire que si on remet les peines planchées, on considère que la prison, c'est la seule alternative que nous avons à la sécurité dans ce pays. Et moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Et surtout, je pense effectivement un peu dans cette lignée-là que créer des régimes d'exception en soi, c'est pas bon pour l'acceptation de la loi en elle-même, parce qu'évidemment, on sait que nul n'est censé ignorer la loi. En pratique, c'est pas toujours évidemment le cas. Et je tiens beaucoup à l'idée d'égalité devant la loi. Alors évidemment, il y a des risques particuliers qui peuvent exister dans certaines situations, qui peuvent suggérer des mesures, mais je pense que cette égalité-là, elle doit être intériorisée dans l'esprit des gens. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que vous voyez dans le débat qu'on a ce soir, qu'est-ce qu'on a après comme sujet? On a le régime spécial des retraites, parce que ça montre bien un peu cette obsession. Ça montre bien un peu cette obsession française de créer sans arrêt des régimes d'exception, des droits spéciaux. Alors bon, ça peut parfois être justifié, mais sur des choses aussi importantes que les peines privatives de liberté potentiellement, donc le droit pénal, la matière pénale en son ensemble, je pense que maintenir un
principe d'égalité très général, c'est plutôt souhaitable. Vous voulez retirer un petit truc, Philippe Bilger? Non, avant Naïma Mouchou. Allez-y, posez une question. Je suis, alors là, Tom, je suis complètement en désaccord avec vous. Ça n'a pas de sens. L'égalité devant la loi, en face de parcours criminels et délinquentiels, qui sont complètement différents. Et vous êtes d'accord sur l'individualisation? Non, justement, ma chère Françoise, je suis en désaccord avec vous pour une fois sur le plan judiciaire, parce que ce qui m'importe, c'est que les peines planchées avaient l'avantage de mettre en cause des parcours délictuels et criminels entêtés. Et donc, c'était quelque chose qui aboutissait à une répression civile. Ça n'a elles ont été vidées. Parce qu'elles ont été vidées. Naïma Mouchou est avec nous, vice-présidente. D'avoir une invitée, elle ne permet pas de parler. S'il vous plaît, vice-présidente Horizon de l'Assemblée nationale et auteur de cette proposition de loi. Alors, que contient cette proposition exactement? D'abord, merci beaucoup de votre invitation. C'est assez simple. D'abord, c'est un texte global. Il y a un dispositif de peine minimale. Ce n'est pas le retour des peines planchées de 2007, c'est pas le dispositif Sarkozy-Dati, ça c'est un fantasme. C'est un dispositif qui est calibré et qui s'adresse effectivement aux auteurs d'infractions récidives contre les représentants de l'État, contre les représentants de l'autorité. D'abord parce qu'il y a un problème de récidive dans notre pays, ça c'est clair. Plus d'un condamné sur 2 en 2021 était un récidiviste ou un réitérant, et les taux de récidivistes continuent d'augmenter. Et ensuite, on a un problème de respect de l'autorité dans notre pays. Donc, c'est un dispositif qui est équilibré. Et puis, le reste du texte, ce sont des mesures d'insertion et d'accompagnement, parce que le sujet de la récidive, c'est un sujet qui doit être pris dans sa globalité. Donc, il n'y a pas que la peine minimale. C'est un dispositif important, mais il n'y a pas que la peine minimale. Naïma Mouchou, une question avant de donner la parole à Françoise Degois. Avant de parler de peine planchée pour les gens qui agressent les personnes représentants de l'État, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà qu'il y ait des peines tout court, parce que quelqu'un qui agresse un policier ou un pompier va extrêmement rarement en prison quand même. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas déjà des peines tout court? Et systématiquement, et dès le premier cas. Ça existe déjà. Oui, il y a déjà des peines tout court. Il y a déjà aujourd'hui des infractions, évidemment, qui sont sanctionnées quand on s'en prend aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux enseignants, parce que ce sont tous ces agents, aux chauffeurs de bus, ils sont également concernés. C'est la question des primo-délinquants. Mais la question de la récidive, elle aussi, elle doit être abordée. Elle n'est pas traitée aujourd'hui, à mon avis, comme il se doit par notre droit. Moi, je considère que quand on s'en prend une fois un policier, eh ben, c'est pas la même chose que quand on s'en prend 2 fois, 3 fois, 4 fois un policier. Et c'est là-dessus aujourd'hui que j'ai concentré mes efforts. Il y a évidemment la question de la politique pénale basique, celle de la première infraction, mais nous avons décidé avec le groupe Horizon de nous attaquer à la réitération des infractions, qui est un vrai problème dans notre pays. Oui, mais la récidive, moi j'entends ce que vous dites. Si vous pensez que la récidive peut se soigner et se régler, le problème de la récidive, par l'emprisonnement, dont nous savons tous que l'emprisonnement forge encore plus de violence, l'emprisonnement forge encore plus de dureté, l'emprisonnement forge encore plus d'isolement. Je ne dirais pas ça si nous avions des prisons dignes de ce nom, si nous avions un personnel pénitentiaire suffisamment bien traité, pas traité n'importe comment. Donc moi je trouve que, encore une fois, pardon, mais votre proposition me fait toujours penser à ces propositions électoralistes qui veulent frapper l'esprit des gens et qui, dans les faits, ne servent absolument pas à grand-chose. Et on l'a vu avec les peines planchées de Sarkozy, je le redis, ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe. Je pense que l'opinion publique ne marche pas dans votre pas votre combine, parce que ce serait un peu méprisant, mais péjoratif. Mais en tout cas, ne marche pas dans ce que vous envoyez comme signal. Je crois pas du tout, parce que les gens ont bien compris que quand vous êtes en rage et que vous tapez un policier, ce qui est tout à fait indigne, eh bien que vous sachiez que vous encourez une peine planchée ou pas ne change rien à l'affaire. Naïma Mouchou. Oui, alors moi je vais vous dire, je n'ai jamais été favorable au tout carcéral. Ah ben pourtant c'est ce que ça donne comme sentiment, vraiment. Mais pas du tout, parce que vous n'avez pas lu le texte. L'article 1er, c'est une peine minimale. Les articles 2, 3, 4 et 5 sont des mesures d'information, d'accompagnement et de réinsertion. D'accord. Voilà. Je me bats aussi contre les sorties sèches, contre les programmes d'accompagnement des détenus. Je me bats aussi pour qu'il y ait davantage d'informations des élus locaux, parce qu'ils sont en charge de la tranquillité publique dans leur ville. Je me bats également pour qu'il y ait des programmes et des conseillers d'insertion dans la juridiction. Vous voyez, ça fait partie d'un tout. Ouais. Mais
D'accord. Mais le droit pénal, c'est aussi la sanction. Pardon, mais on parle de Non, mais jours moi, je qui ont suis commis d'accord des avec vous. infractions. Je ne suis pas pour la non-sanction. Madame, oui, madame, j'ai. Pour des catégories particulières. Moi, j'assume de dire qu'il faut les sanctionner. Qu'est-ce que vous Et avez François. une agression, c'est ça qui est important. Françoise, C'est un laissez caillou par- qu'on jette sur une ambulance. c'est Françoise, quoi laissez parler tout le monde. Oui, madame, j'ai juste une question. Vous disiez tout à l'heure effectivement que c'était pas le même mécanisme que sous Sarkozy. Je vous crois sur parole. Mais donc, qu'est-ce qui fonde finalement votre intention? Qu'est-ce qui fonde vraiment ce projet? Est-ce que par exemple il y a d'autres pays, ou est-ce que vous avez fait par exemple du benchmarking comme on dit, pour voir si effectivement ce genre de mécanisme effectivement était efficace? Parce que moi ça me frappe toujours des réformes comme ça qui sont des idées qui sont lancées avec sans doute de la bonne foi. Je vous mets absolument pas en cause, mais qui sont fondées sur rien d'un point de vue des études statistiques par exemple, sur une efficacité sur plusieurs années qui aurait effectivement corroboré l'idée que vous défendez. Est-ce qu'il y a des éléments qui vont en ce sens? Tous les éléments vont contre ce sens. Je sais, c'est pour ça que je pose la question. Moi, j'ai mené des auditions, j'ai fait un travail sérieux. Il y a évidemment d'autres pays qui pratiquent les peines planchées. Le Canada est un exemple de pratique des peines planchées. On cite souvent le Canada en exemple. Bien, le Canada pratique des peines minimales sur un certain nombre d'infractions. Et puis encore une fois, on est sur un dispositif calibré. Le plancher criminel, ça ne choque personne aujourd'hui, mais dans notre code pénal, il y a un plancher criminel, sans dérogation possible du juge. Personne n'en parle. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des peines complémentaires qui sont automatiques, qui s'imposent aux magistrats. Personne n'en parle. Allez, Philippe. Donc l'esprit, en vérité, il n'est pas nouveau. Et quand on critique les peines planchées de 2007, moi je ne suis pas favorable aux peines planchées de 2007 dans leur globalité, parce que justement dans leur volumétrie, elles se sont imposées aux magistrats et ça crée une sorte de traumatisme et un blocage vis-à-vis des juges. Mais le bilan des peines planchées de 2007 est plus nuancé qu'il n'y paraît quand on regarde de près, quand on veut bien regarder de près. Ça n'a pas fonctionné en matière criminelle, mais en matière délictuelle, c'est un peu différent. Philippe. Oui, Madame le Président, moi, vous êtes attaqué en quelque sorte, j'espère aimablement, sur deux fronts. En ce qui me concerne, je reprocherai à votre travail sérieux de manquer d'ambition. Je fais 3 francs maintenant. Mais absolument, non, mais c'est ce que j'ai dit d'emblée. Je ne vois pas pourquoi, avec cette volonté légitime de condamner comme il convient les récidivistes et les réitérants, vous limitez ce combat uniquement aux agresseurs contre les élus, les forces de l'ordre. C'est globalement qu'il faut remettre en cause sur le chantier les peines planchées, mais dans un tout autre registre que celui que Rachida Dati avait mis en œuvre et qui a été détruit par le Conseil constitutionnel. Elles n'ont pas échoué, elles ont été éradiquées dès leur origine à cause du Conseil. Pourquoi n'aller pas plus loin? C'est étrange, comme si vous aviez peur de votre propre audace. Non, c'est un choix, c'est un véritable choix de venir cibler la question de la peine minimale sur les représentants de l'autorité, première chose. Deuxième chose, quand je vois le front, les griefs ouverts par cette discussion, je me dis qu'on a déjà été bien audacieux d'avancer sur ce terrain. Moi, je ne suis pas une dogmatique. Voilà, je ne suis pas une dogmatique, je suis une pragmatique. Moi, le mandat qui est le mien m'impose un objectif et de sécurité et de protection de nos concitoyens. Les peines planchées, les peines minimales, ça n'est pas un gros mot, c'est un mécanisme qui existe déjà. Et il faut s'en servir. Voilà. C'est une première marche, c'est une première étape. Je ne sais pas ce que ça donnera, évidemment, jeudi en examen. Mais je crois qu'il faut aller au bout. Il faut notamment envoyer ce message à l'égard de ceux qui nous font vivre en communauté. Restez avec nous. Les forces de l'ordre, mais pas seulement. Hein. Les chauffeurs de bus, les enseignants, les médecins qui sont de plus en plus agressés. Oui, Naïma Mouchou, restez avec nous. 0826 300 300, une réaction d'Olivier. Alors, Olivier. Quel sujet complexe. Déjà, j'aurais tendance à partager un peu l'approche de Françoise, parce que je pense qu'une proposition... Alors, il y a un côté démagogie politique de la part d'Horizon, moi ça c'est mon analyse personnelle, mais il y a aussi le fait qu'on fasse des propositions répressives dans un système qui déjà dysfonctionne et qui est plus républicain. Il est même inhumain. C'est-à-dire qu'en gros, un gamin délinquant rentre en prison, il ressort braqueur. Hein. Ça, c'est On a un vrai problème de fond avec ça. Donc déjà, je pense que ça pose un... Je fais sur la caricature, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais c'est quand même beaucoup comme ça. Oui, c'est très caricatural, effectivement. C'est caricatural, mais il y a un problème de
de surpopulation carcérale. bien Il y a sûr. beaucoup de problèmes qui font que il y a quand même une réalité là-dedans. Ça, c'est la première des choses. C'est vrai. Deuxième chose, c'est qu'on est sur une. Je suis d'accord avec Philippe Bilger là-dessus aussi. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a ce système qui dysfonctionne. Ensuite, on est dans un système qui est très répressif pour les citoyens. Je vois qu'on veut toujours protéger. D'un point de vue, moi qui suis citoyen lambda et qui n'ai pas de mandat, moi j'ai un réflexe. Je me dis c'est quand même dingue qu'on veut toujours plus de pression pour les citoyens, alors qu'il y a une telle impunité et pour les politiques et pour les policiers. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Même si j'aime ma police républicaine, que j'ai le respect de la sermentée, Ouais, là aussi, on est aujourd'hui dans un système qui fonctionne de ce côté-là aussi. Vous pouvez pas dire ça non plus. Bah non, mais non. Il n'y a pas d'impunité. Bah non, c'est pas vrai. Bah, écoutez, on regarde, si on regarde les violences qui ont été recensées, les gens éborgnés, etc., regardez le nombre de classements sans suite. Si on regarde les politiques, on prend l'exemple d'un monsieur comme... Olivier, je vous assure que non, c'est pas vrai. Bah, en général, sur la plupart, si. Sur certains, oui, mais pas sur tous, c'est pas vrai. Mais sur la majorité, moi j'ai regardé, Il y a eu des classements sans suite, mais heureusement, il y a eu des poursuites et des condamnations. Ah oui, sur les Gilets jaunes, non, pas très peu. Honnêtement, Très peu. Écoute, il y a 24 personnes éborgnées. Mais parce que les violences illégitimes étaient rares. C'est pas grave. Olivier, c'est pas le sujet. On va pas le sujet. Moi, je le dis en règle générale, c'est vrai pour les politiques également. Moi, je vais vous donner un exemple type. J'ai vu l'exemple de Monsieur Ferrand, où on m'a dit il y a prescription. Il a permis à sa femme de bénéficier d'un immeuble à 0 euros. Je résume, on lui dit c'est sans suite, il y a prescription, mais et un SDF qui vole deux paquets de pâtes, il fait 20 jours de prison. Mettez-vous à la place des gens. Je le dis juste comme ça. Oui. Voilà, moi ça me choque. Il y a un problème d'équilibrage dans vos choix, Olivier. Malheureusement, on n'a plus le temps. Malheureusement, on n'a plus le temps. Olivier, vous restez avec nous. Il dit pas qu'il est d'accord, Olivier. Il dit que, imaginez ce que ressent la population quand elle voit ces deux choses en parallèle. Oui, mais on comprend très bien, Françoise. Mais il faut pas non caricaturer dans un sens comme dans l'autre. Olivier, vous restez avec nous, bien entendu, jusqu'à la fin de l'émission, parce que vous êtes notre favori. Il va être redoutable dans le quiz. Merci beaucoup, Naïma Mouchou. Merci beaucoup, vice-présidente Horizon de l'Assemblée nationale et auteur de la proposition de loi justement sur ces peines planchées. Vous reviendrez nous en parler, bien entendu. Vous serez notre invité. Vous restez avec nous. On reste ensemble jusqu'à 19h dans quelques instants. C'est le quiz de l'actu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous accueillir chez vous, où que vous soyez, tous les jours avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Tom Conan qui est avec nous aujourd'hui, et bien sûr avec mon comparse Philippe David. Voilà le moment. Vous savez le moment clé où on va savoir qui perd et qui gagne, et qui est de mauvaise foi. Mais on le sait, mais ça, comme ça on rajoute des bâtons. Allez, tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et mon cher, très cher Olivier, vous allez devoir choisir contre quelle personnalité vous voulez jouer. Est-ce que c'est Philippe Bilger, est-ce que Françoise Degois ou Tom Conan? Attention, hein. Faites le bon choix, Philippe. Olivier, pardon. Comme j'ai vraiment, ils sont tous éminents. Je vais choisir d'affronter Tom Conan, comme ça j'aurai la chance d'avoir et Françoise et Philippe à mes côtés. C'est tactique, c'est tactique. C'est pas facile, c'est pas facile. Et je crois que c'est Tom Conan qui a fait un très très joli lapsus tout à l'heure avec les retraites. Hein. Je le garde. Oui. Retraite. Merci pour celui-là, il est précieux. Il est bon celui-là. Il les balance comme ça. C'était gratuit, c'était gratuit. Cadeau. Ça, c'est sûr que c'est pas les jeux de mots foirés de Philippe David. On y va. Attention, Olivier, première question. C'est une question gastronomie, Olivier. Qu'ont en commun Guy Savoy, Michel Saran ils ont perdu leur troisième étoile. Putain, mais la rapidité à ma droite, la plus rapide, 2 points. Absolument, ils ont perdu leur troisième étoile. C'est dur pour Guy Savoy, c'est incroyable. Mais pour les trois, c'est dur. Pour les trois, c'est dur. Oui, très violent. Mais c'est un scandale. Moi, je suis ravi de mon choix. Je pensais que vous alliez dire je suis ravi qu'ils aient perdu leur étoile. Ça peut être dramatique. Regardez où ça a entraîné Bernard Loiseau. Oui, c'est dramatique. Bien sûr. Question nomination. Pourquoi le réalisateur suédois Ruben Östlund est-il sous les feux de la rampe? Il a fait le fameux truc avec Michel Houellebecq. Non. Pas parce qu'il a eu 2 fois. Olivier. Je il est nommé plusieurs fois aux Oscars. Non.
Un indice un peu. Il est C'est aux un Awards. grand prix de cinéma, mais c'est pas les Oscars. De porno. Non. Grand prix de cinéma. Un grand prix de cinéma. Ouais, ouais. Louis Bah, Deluc. Non. Il prend la présidence de quelque chose. De Cannes. Les BAFTA. Bonne réponse de Françoise de C'est- Bois. Alors un point seulement. C'est le nouveau président du Festival de Cannes Voilà une bonne nouvelle. 2023. Voilà. Ah bon? Oui, oui, oui. Ah ben, je l'adore. Allez, Les allez. deux films étaient Ah, extraordinaires. il oui, était j'adore. dingue, dingue, Lequel dingue. 3-0. Son filtre. C'est une Attendez, Sans question. filtre extraordinaire. C'est une question Kikadi. Ah, Kikadi, bon, on Une aime question Kikadi niçoise. Ah. Kikadi, vous êtes une honte pour la condition animale face à l'installation illégale du cirque Zavata à Nice. Émeric Caron. Non. Sandrine Rousseau. Non, Non. plus. Non, c'est pas Ciotti Bon, qui sinon, serait c'est pas intéressé aux Ciotti. enjeux. Brigitte Bardot. On est d'accord. Non, pas Brigitte Bardot. C'est pas Nice. Brigitte Bardot. Nice. Oui. Nice. Nice. Maire de Nice. Il y a Estrosi, ouais, Christian Estrosi, c'était plus rapide que Tom Conan. Conan. il y a François Bilger. Oui, Ah, mais il a qu'un point. Nice, tout ça, vous avez Oui, donné un des point. indices. Donc, Alors, un ok, point. très bien. Il Trois. mérite. Allez, un point pour c'est Tom sympa. Conan, un point pour Olivier. Une question bon Qu'est-ce qui lui vivre. arrive à Estrosi Une question bon vivre. Dans quelle ville vit-on le mieux en France en 2023 selon le palmarès 2023 de l'association Ville et Village où il fait bon vivre? Angers. Non. Bonne réponse de Françoise de Angers. Bois. C'est dur pour vous, je sais. Sur 198 critères. 5 à 1. Ouais, c'est dur. Attention, c'est une question super profit. Qu'est-ce qui a rapporté 58 milliards d'euros à la France en 2022? L'essence. Les Non. taxes sur Non. l'essence. Le Le tabac. tabac, ouais. Non. J'aurais dit, ouais. L'alcool. Non. Le sable. Non. Philippe Bilger? La vente du Là, sable. j'avoue, ma chère Non. Cécile. 58. La 58 revente milliards, d'électricité. 58 milliards. L'aéronautique. Non, Non. allez, 3 propositions. La radiation à Pôle emploi, le tourisme ou la lutte contre la Pôle fraude emploi. fiscale. Pôle emploi. Non. Bah, les deux. tourisme. La fraude fiscale. C'est la bonne réponse. Le tourisme, c'est Olivier qui a eu la bonne Bravo, réponse. Olivier. Il nous permet même de gagner. Eh ouais. Et le winner is, the winner is C'est Olivier. Oliver. Ça va, Tom Conan? Écoutez, ça fait va, la gueule je ou suis un on- peu accablé, mais... Bah oui, je comprends. Et ça n'est qu'un début, vous savez. Hein. Vous avez sauvé votre Ah oui, plus ou moins Allez, quand même. vous restez avec nous, Olivier, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix aujourd'hui. Le coup de cœur de Philippe David dans quelques instants. Ça fait du clic et on fera le tour de table de nos amis hein, autour de la table. Qui va gagner? Et c'est qui va gagner? Allez, à tout de suite, bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, ils sont beaux, ils sont chauds comme des croissants, chauds, qu'on a envie de croustiller dedans, tellement ils sont appétissants. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous. D'où viennent ces envies de cannibalisme? Bah Parce qu'il oui, faut oui. quand même réfléchir à ce que vous Non, dites. mais on a envie de vous attraper Mais comme oui, ça, oui, vous faire des bisous, Tom Conan. Hein, il fait comme ça, des bisous. Ou on a envie de vous fesser comme ça quand vous dites des Bah, on va bêtises. vous laisser Voilà. toutes les deux. Vous pouvez ranger vos menottes. Oui, bah écoutez, les croissants au beurre, c'est bon, croustillant C'est bon, comme ça. oui. C'est croustifondant. Bon, allez, dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu. On fera le tour de table des vraies voix, bien entendu, avec des sujets qui sont intéressants et importants pour eux. Et tout de suite, c'est le coup de cœur de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, c'est un coup de cœur. C'est une très bonne idée, cette musique de notre réalisateur Benoît. On salue d'ailleurs Merci, toute l'équipe, Benoît. Benoît, Aurore, Aude et Justine. C'est un coup de cœur pour les touristes étrangers qui reviennent en France. Oui, en 2022, c'était dans le quiz d'ailleurs, la France a engrangé 57,9 milliards d'euros grâce au tourisme. 1,2 milliard de plus par rapport à 2019, la dernière année avant la pandémie de Covid-19. Génial. Alors, malheureusement, génial, oui, mais malheureusement, on est encore derrière l'Espagne. Mais on peut être heureux, et on en parlera d'ailleurs demain au Salon de l'Agriculture, où nous serons en direct avec les vraies voix, puisque notre pays a tant à offrir au monde en termes de paysages, de gastronomie et de loisirs. Allez, on remet un coup de collier pour se rapprocher de l'Espagne et de la dépasser un de ces jours. Et vraiment, oui, on peut vraiment être fier de notre beau pays. Ah bah nous, on a Françoise de Gouin, on a Philippe Bilger, Non, on a mais Tom j'allais Conan, dire, vous êtes des monuments. modeste, vous auriez pu parler de vous. ce Non, qu'on non, a offert. non. Franchement. Non, mais il faut quand même voir à quel point il est extraordinaire de voir que dans ce trio de têtes des pays les plus visités, Oui. vous avez la France, l'Espagne et l'Italie. Oui, C'est quand même trois pays
extraordinaire. Les Et trois depuis pays des années, latins, hein. depuis toujours, ces pays qui, à eux trois, sont absolument merveilleux. Je ne sais pas, on peut passer une vie entière en Italie, une vie entière en Espagne, que vous alliez en Andalousie, que vous alliez à Cordoue, et la France, n'en parlons pas. C'est Enfin, on peut merveilleux. passer une vie entière, mais pas avec Françoise de Gaulle. Non, bien sûr, non, mais Ce sont un peu des extensions de la France, en fait. hein. Ouais, bien sûr, t'as Mais raison, comme, ouais, mais ouais, comme c'est quoi, sûr. je Bah trouve ouais, qu'il y a vraiment un goût en réalité quand on regarde, malgré le monde très technologique et digital dans lequel on est désormais tous, il y a un goût pour ce qui est immuable. Je le vois effectivement dans ce que vient de dire Françoise au sujet des trois pays effectivement en tête des destinations touristiques, et même un autre élément qui peut paraître anecdotique, l'homme le plus riche du monde désormais, c'est Bernard Arnault. Qu'est-ce qu'il vend Bernard Arnault? Alors lui, il n'est pas designer, c'est pas lui qui a créé les marques dont il s'occupe ou qui l'a racheté, mais c'est quand même des marques donc, qui mettent en avant la tradition, alors le luxe effectivement, le savoir-faire français. mais voilà, et un jour quelqu'un disait, est-ce que dans 300 ans on conduira des Tesla, où on utilisera PayPal ou Netflix? C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. En revanche, est-ce qu'on boira du champagne de n'importe quelle marque qu'on veut? Ah bah c'est sans doute plus probable, parce qu'à mon avis on vend de l'immuable, et justement là ce qui est montré dans les destinations touristiques, ce qu'on disait juste à l'instant, les gens recherchent justement la tradition, ce qui est immuable, en fait ce qui est vraiment dans la chair de l'âme humaine, et pas justement des phénomènes de mode uniquement. Immuable, synonyme de Philippe Bilger. Il y a quelque chose, non mais il y a quelque chose trop profond pour moi. non, d'abord je trouve que c'est tiré par les cheveux, comme souvent avec Tom, mais quand il veut faire une démonstration il va tirer par les cheveux, je vois pas en quoi. J'essaye d'expliquer ce que je dis. Moi je pense que je crois que aussi ces trois pays ont une caractéristique incroyable. D'abord, ils ont plusieurs mers, ce qui est incroyable. Vous voyez, l'Espagne c'est Méditerranée et Atlantique, la France pareil, et l'Italie c'est Adriatique. Alors c'est que la Méditerranée, mais avec plusieurs bras de la Méditerranée. Et puis ils allient plusieurs mers et des montagnes. Et c'est ça véritablement qui est absolument unique. Et ben moi j'aurais rajouté le Portugal. C'est surtout le vieux continent. Et dans le vieux continent, il y a vieux. Je suis désolé, mais là il y a plein de choses à développer. Et vous me regardez quand vous dites ça. Les gens ne recherchent pas des expériences immersives digitales. Ils recherchent effectivement la tradition, et ça c'est un vrai signe. Tom, je te remercie. C'est vrai, c'est faux, parce que le monument le plus visité, ça reste la Tour Eiffel. Et là, si tu veux, moi entre la Tour Eiffel et le Colisée, je sais ce que je choisis. Je crois que c'est Notre-Dame de Paris le plus visité. Et la Tour Eiffel. En deux. Mais je pense que le premier monument c'est là. Inimaginable. Donc c'est vrai, c'est faux. En tout cas, c'est sublime. En tout cas, c'est sublime. Venez nous visiter, vous étrangers, venez nous visiter. Je pense qu'il y a des choses à se dire. Allez, tout de suite, le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et tiens donc, le mot le plus utilisé ce soir sur les utilisateurs de Twitter, c'est FIFA. Tiens donc, dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah oui, à cause de ce qu'on vient d'apprendre, enfin de ce qu'on a appris en deux temps finalement dans la journée. D'abord la démission de Noël Le Graët, qui démissionne de la présidence de la Fédération française de foot, et puis aussitôt donc on nous annonçait son recasage à la tête du bureau parisien de la FIFA, la Fédération internationale. Une annonce qui suscite forcément beaucoup de commentaires effarés. Gianni Infantino vole au secours de Le Graët le système foot FIFA dans toute sa splendeur, écrit par exemple Romain Molinia. Réaction indignée aussi du journal SoFoot, le journal qui avait pour la première fois sorti notamment les accusations visant Noël Le Graët justement. Il reprend déjà du service au sein de la FIFA, et comme le disait le regretté René Malville, ce supporter légendaire de l'OM, c'est honteux. C'est honteux ce recasage de Noël Le Graët selon SoFoot, tandis que Sylvain Grandserre résume: accusé de harcèlement moral et sexuel et de dérive de comportement, Le Graët quitte la présidence de la Fédération française de football pour diriger le bureau parisien de la FIFA. Voilà la morale de ceux qui trouvaient génial un mondial au Qatar. Voilà une décision très commentée forcément aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la plainte de ce jeune écologiste qui avait interpellé Emmanuel Macron. La police des polices viendrait d'ouvrir une enquête. Oui, c'est ce qu'affirment nos confrères du Huffington Post. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, se serait saisie de la plainte de ce militant de dernière rénovation. Pour rappel, il dit avoir été plaqué au sol puis frappé juste après avoir crié des slogans au chef de l'État au salon de l'agriculture. C'était samedi dernier. Vous voyez, quand Olivier nous disait tout à l'heure que finalement, il y a une enquête qui était ouverte. Alors, excusez-moi, mais d'abord, c'est systématique, l'enquête ouverte par les bœufs carottes, comme nous les appelons avec ce joli années surnom. 80. Ben oui, c'est comme ça qu'on les appelle, et les bœufs carottes, et ça, c'est le premier point. Et puis voilà, on verra la suite de l'enquête. Mais je ne partage pas votre optimisme à tous les deux. De minibus. Non, mais honnêtement, quand vous voyez la vidéo, c'est hard. Hein. Il a carrément le môme, on lui fait une clé de strangulation. Je rappelle qu'il y a des gens qui en sont morts de clé. Oui, bah oui, vous levez les yeux au ciel, Philippe Bilger. Je comprends
je lève les yeux au ciel parce que c'est. Écoutez, se faire vraiment tirer. Ça paraît très un excessif, type quand même. ridicule. Avant, Oui, alors peut-être, ils ont mais eu c'est tort très excessif. d'intervenir Comment ça, dans le il est micro. ridicule? Mais il a le droit, il a été odieux. Mais il a son t-shirt, c'est pas adressé à Emmanuel Macron. Non, mais Et vous, qu'est-ce que François, vous ne pouvez pas tout de même valider le comportement. Mais quel comportement, vous l'avez vu ou pas? Ah oui, ce je l'ai comportement, vu. mais vous avez vu quoi? je Qu'est-ce qu'il trouve fait? c'est d'une grossièreté il interpelle. inouïe. Mais il dit pas, et c'est pas, il dit pas casse-toi, toi, il n'écoute pas l'autre, il n'écoute pas. Ah, dis donc, on a un président de la République qui dit casse-toi, toi, con, et ça vous choque pas. Quand même ça manquerait de finesse, la bêtise ne peut pas être sanctionnée par une clé de bras. Non, mais je suis pas d'accord, c'est une bêtise. En quoi c'est une bêtise? C'est des jeunes activistes. Et je comprends que vous les jamais au risque de vous offenser, je considère qu'un homme qui monologue durant 2 minutes, qui refuse d'écouter le président qui cherche à lui répondre, et qui dit je ne veux pas le débat, eh bien c'est un malade. Pauvre petite bichette, ce président tellement ouvert, extraordinaire, qui veut le dialogue. Mais non, je suis pas d'accord avec vous. Je continue, même on n'est pas quand obligé elle de se comporter comme des présidents, à respecter un certain nombre de excusez-moi, je vais être obligé de vous dire, papa et maman vont être obligés de vous séparer. Parce que dans un instant. Il n'y a plus la cloche. Il n'y a plus la cloche, si on peut la faire sonner. Je l'aimais bien. Maintenant, on lance des trucs sur l'autre personne directement. Et ben voilà, en tout cas, voilà. Il y a des cloches, en fait. Il y en a des cloches, mais il n'y a plus la vraie cloche. Ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi ça, Sud Radio. Ce sont des avis différents qui s'opposent et qui finalement s'opposent. Mais j'ai du mal à imaginer Philippe Bilger en jeune activiste dans les années. Vous avez totalement raison. Allez, même pas des vieilles photos. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Ça peut aussi frotter un petit peu, mais ça fait du bien quand ça frotte. Allez, c'est les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Autour de cette table des vraies voix sur Sud Radio, il n'y a pas que des saintes ni touches. Déjà pas vous, Cécile. Bon, qu'est-ce que vous en savez? Oui, c'est ça. Ni touche pas. Qu'est-ce que vous en savez? Sur quoi se fonde cette accusation? Qu'est-ce que vous connaissez de ma vie Est-ce que quand vous dites ça fait du bien de se frotter, je sais pas, moi j'ai. Non, elle n'a pas dit tout ça. le monde a imaginé des choses. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit ça fait du bien quand ça frotte. Oui, c'est ça. Mais excusez-moi, quand le dialogue frotte. Quand les éponges frottent les casseroles, parce que c'est là où vous êtes resté à ça. Vous pensez tout de suite. En fait, j'aurais dû penser à du Scotch Brite. Arrêtez, c'est pas parce que j'ai vécu ma vie avec des grandes stars de. C'est pas grave. Les Brad Pitt, les machins, tout ça, c'est du passé, tout ça. Maintenant j'ai Philippe David. Et vous y avez gagné au change. En bouffe, ça me coûte une fortune. Allez, tout de suite. On va pas dire comment on surnomme Brad Pitt. Ouais, non. Non, on va pas le dire. Comment on le surnomme? Mais non. Mais quoi? Mais comment on détourne le nom de Brad Pitt? Bon. Non, je dirais oui, mais non, mais c'est une contre-pétrie. Vous savez que la France entière est arrêtée sur le bord de la route pour la réponse. Non, je dirais rien du tout. D'accord, ok. Dites rien, c'est pas grave, mais je le dirai pour vous. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le tour de table de l'actualité. Et nous, on vous y engage à dire des trucs. En l'occurrence, Philippe Bilger, vous êtes, vous, étonné d'apprendre que Steven Seagal a été décoré de l'ordre de l'amitié par Poutine. Moi, j'aime beaucoup les films un peu débiles. J'approuvais totalement Steven, si tu nous entends. Jamel Debbouze qui, lorsqu'au César, disait à Juliette Binoche, qui a pris ça très au sérieux, qu'il fallait mettre un peu d'action et des ninjas dans les films d'auteur. Steven Seagal, je le lisais, j'allais voir ses films il y a peut-être 10-15 ans, et ça n'était pas des films qui brillaient par la qualité du dialogue. Vous êtes du genre à aimer les péplums, les massistes, tout ça. J'adorais ça. Voilà, ça j'en étais sûr. Les péplums italiens, là. Mais Ricardo Freda. C'est pas vrai. Mais bien sûr. Et la plus belle femme du monde à l'époque, qui n'a tourné pratiquement que très peu de films, Diana Maria Canale. Mais bien sûr. Alors, Diana Maria Canale, vous savez qu'il y a un super documentaire là-dessus sur les massistes, justement, le péplum et sur le péplum italien. J'étais parti pour traiter mon sujet. C'est ça. Steven Seagal. Et donc, je suis frappé très vite, Cécile, du hiatus entre les thèmes de ces films
très patriotique, où il défendait la veuve et l'orphelin avec un courage inouï. Et il casse la gueule à des Russes souvent d'ailleurs. Voilà, C'est quand et même le amusant. fait que là, le 28 février, Poutine lui a remis, et lui, il a 70 ans, Steven Seagal, l'ordre de l'amitié, je crois. Ouais, j'ai vu ça. Et Poutine lui a fait un éloge. Je trouve que c'est presque plus choquant que de la part d'autres personnes qu'on a un peu ostracisées. Il y a comme ça des contradictions dans une vie qui ne sont pas non plus très signifiantes. Ça n'est pas le sujet du siècle, ni même de la journée, mais mon Dieu, ça change. Mais parce que politiquement, ça dit des choses aussi. Hein. Steven Seagal, c'est véritablement un héros Bien sûr, américain. bien sûr. Donc c'est une forme de prise de guerre pour Vladimir Poutine qui ne fait rien au hasard quand même. Hein. En plein affrontement avec Joe Biden, décorer Steven Seagal et que lui accepte d'être décoré. Mais je crois qu'il y a un truc très à la testostérone. Hein. Vous savez, Entre les deux. Vladimir Poutine qui adore se faire photographier en train de combattre des alligators sur son cheval torse nu avec ses gants en soie, etc. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. De cet ordre-là, un peu Bon, en tout cas, sexuel. il est allé d'ailleurs, vers Poutine à pas de fourmis, hein, mais pour la cigale. Et pas mal, mais c'est non, pas c'est mal. D'abord, c'est Philippe David qui les fait généralement. Elle est Françoise pas de mal, Gois. elle est pas mal. Elle est pas terrible, mais elle mérite d'exister. Françoise de Gois, vous voulez passer un coup de gueule sur les diplomates à l'ONU vis-à-vis de l'Iran. C'est un sujet sérieux. Oui, et j'aime. C'est un adjectif et c'est un mot qu'on emploie assez peu en français, et pourtant que j'aime infiniment. La pusillanimité. C'est-à-dire que déjà, c'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile à dire, mais ça dit tout à fait. La pusillanimité, si vous voulez, quand vous le traduisez en latin, ça veut dire la petite taille de l'âme. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour exprimer ce qui s'est passé devant le Conseil des droits de l'homme à l'ONU. C'est-à-dire que l'ambassadeur, le représentant devant ce Conseil des droits de l'homme de l'Iran a fait un grand discours. Il a commencé à prendre la parole, en gros, niant, comme si de rien n'était, comme s'il ne se passait rien. Les ONG, et elles ont eu raison, se sont levées et sont sorties en disant on ne peut pas entendre ce discours-là, on ne peut même pas lui laisser prononcer ce discours. La diplomatie mondiale n'a pas bougé. Personne ne s'est levé de son fauteuil. Alors on peut comprendre que certains pays amis ou régionaux ne se lèvent pas, mais vous croyez que la France s'est levée? Non. Pensez que l'Italie s'est levée? Non. Personne ne s'est levé. Alors je veux bien entendre que la diplomatie, son travail justement, c'est d'aller chercher autre chose que des ruptures. Mais il est des moments où il est bon de montrer qu'on est en rupture. De les créer, justement. Et dans les crises. Quand Dominique de Villepin prononce son discours extraordinaire à l'ONU, c'est un diplomate et il prononce une diplomatie de rupture. Comment est-il possible qu'on laisse exprimer, sans rien dire, sans coup férir, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, sans même se lever, montrer sa désapprobation? Voilà, ça m'a vraiment révolté. Je trouve ça absolument révoltant. Et à part ça, on a Emmanuel Macron qui pipi, on a les chefs d'État occidentaux qui papillonnent, et voilà, et l'Iran gros méchant. Mais concrètement, quand il s'agit de se lever et de partir, tout le monde reste assis. Philippe Bilger. Là, pour une... Comment dire, je comprends totalement le point de vue de Françoise, mais en même temps, pour une fois, c'est moi qui ne pêcherai pas par naïveté. Là, je n'ai jamais surestimé la faculté de courage et de résistance de ces mondes homogènes. Je n'aurais pas imaginé une seule seconde qu'ils le fassent. Si, c'est déjà arrivé à l'ONU que des diplomates se lèvent. Là, Oui, encore, ils n'ont pas fait. non, moi je trouve que c'est très nécessaire ce qu'a dit Françoise à l'instant, parce qu'on oublie quand même beaucoup ce sujet. Il y a pas mal de sujets nationaux forcément plus proches de nous qui nous concernent, mais ces éléments-là quand même si on n'a pas d'impact forcément direct sur eux, à travers ces instances, ça peut quand même nous donner un peu de dignité, un peu d'auteur. Et pour regarder effectivement ce qu'a très bien rappelé effectivement le discours de Villepin contre l'intervention en Irak, il est historique. Aujourd'hui, c'est maintenant un discours assez ancien. Tout le monde le cite en référence, c'est pas seulement en France. Donc ça compte évidemment comme étant un point d'ancrage de la politique et qui dépasse d'ailleurs les présidents en place et les majorités. Très vite, l'ONU est un lieu, est un théâtre où on peut être symbolique. Moi, je me souviendrai toujours de Yasser Arafat arrivant à la tribune et déposant ses flingues, vous vous souvenez? Oui. Je me souviens, alors je l'ai lu parce que je n'étais pas né, mais les discours enflammés de Golda Meir, première représentante de l'État d'Israël à l'ONU. Je me souviens du discours de Kennedy à l'ONU. L'ONU, moi j'ai souvent été à l'ONU, c'est un lieu hors du commun, c'est un lieu qui est
éminemment symbolique. C'est un lieu où il peut se passer des choses si on décide qu'il se passe des choses. Tom Collan. Oui, alors moi, dans un tout autre registre, je voulais revenir sur les questions de sécheresse. Vous savez, le réchauffement climatique pose des problèmes extrêmement concrets pour les agriculteurs. Et en France, aujourd'hui, il y a vraiment une inquiétude sur le faible niveau des nappes phréatiques. Il y a un plan de sobriété de l'eau qui va être présenté en mars prochain par Macron. Et j'ai un peu regardé les chiffres là-dessus. Je trouvais ça assez intéressant. Bon, déjà, il y a dans 4 départements français une baisse des prélèvements de moitié qui est d'ores et déjà prévue. Donc, c'est quand même très considérable. Et ensuite, il faut se représenter un peu. Il y a 200 milliards de mètres cubes d'eau en France qui sont récoltés. Il y en a seulement 30 milliards qui sont prélevés. Et l'usage de ces 30 milliards est assez intéressant. Je pensais qu'effectivement l'essentiel partait pour les agriculteurs. En fait, pas du tout. C'est d'abord le réchauffement des centrales. C'est 15 milliards de mètres cubes par an. Le refroidissement, pardon. Ensuite vient la consommation d'eau potable. Et seulement ensuite, pour 3 milliards seulement, l'eau qui est utilisée vraiment par les agriculteurs à proprement parler. Donc c'est un gros problème. Il y a la question du stockage qui se pose comme étant une solution possible, mais c'est assez polémique, vous savez, parce que la FNSEA notamment est favorable à ça. On pompe dans les nappes phréatiques de façon effectivement à garder des réserves d'eau pour les mois où il y a une sécheresse importante. L'une des autres possibilités, c'est la réutilisation des eaux usées. C'est le dernier point que je veux mentionner. En France, il est seulement de 1%. Alors que des voisins, notamment l'Espagne, sont à 14% et même Israël à 85%. Donc ça, c'est une piste extrêmement sérieuse qui est intéressante, parce que je rappelle quand même que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, tape sur 10 à 40% d'eau en moins dans les prochaines années. Et puis, je signale que la guerre de l'eau, c'est ce qui viendra, c'est ce qui nous attend. La guerre de l'eau, elle a déjà commencé. Et je vous rappelle qu'il est obligatoire d'avoir de l'eau potable dans les toilettes quand même, ce qui est assez scandaleux. Donc ça, c'est aussi, il faudrait que ça change. Bon, vous restez avec nous. On va revenir sur l'examen du projet de loi de la réforme des retraites qui débutait aujourd'hui au Sénat. Bruno Retailleau a annoncé voter le projet si des modifications ont lieu. On en parlera dans quelques instants avec notre invité, le vice-président du Sénat, Union centriste, Vincent Delahaye, sera avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Tom Conan. L'examen du projet de loi de la réforme des retraites débute aujourd'hui au Sénat. Et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et oui, vous le disiez Philippe, l'examen donc de ce projet de loi de réforme des retraites est passé aujourd'hui au Sénat. Et je le disais, Bruno Retailleau annonce voter le projet si des modifications ont lieu. Le chef des LR au Sénat souhaite accélérer sa suppression des régimes spéciaux pour atteindre le régime général dès 2025, Philippe. Oui, alors qu'à l'Assemblée, on n'a pas pu étudier les régimes spéciaux. Vous savez pour quelle raison? Alors pour vous, est-ce qu'il faut supprimer les régimes spéciaux à horizon 2025, c'est-à-dire demain, faire jouer la fameuse clause du grand-père, où on est rentré sous un régime et on peut continuer, voire carrément les maintenir? On vous attend au 0826 300 300 pour en débattre avec les vraies voix. Et si à cette question, faut-il supprimer des régimes spéciaux de retraite? Vous dites oui à 62%. Et pour en parler ce soir avec nous, Vincent Delahaye, bonsoir. Merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes vice-président du Sénat, Union centriste. D'abord, un tour de table de nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, sur ces régimes spéciaux, faut-il les supprimer? Moi, j'avais l'impression, tout en n'étant pas, encore une fois, pardon de le répéter, un spécialiste de cette réforme sur les retraites, que la suppression des régimes spéciaux était à peu près la seule mesure qui suscitait un consensus, sauf de la part, évidemment, des bénéficiaires. Mais apparemment, aujourd'hui, et la question de Sud Radio laisse transmettre un message disant que peut-être cette suppression pourrait être contestée, différée. Vraiment, je serais très impatient de connaître l'avis de notre vice-président du Sénat. Françoise Degois. D'abord, il y a beaucoup de régimes spéciaux qui ont été supprimés. Il faut quand même le dire. Il y a beaucoup de régimes spéciaux qui ne sont spéciaux que dans les faits, que dans les mots. Dans la réalité, ils ne le sont plus. Ça, c'est la réalité également. Troisième point, j'espère que les sénateurs auront le courage de supprimer leur propre régime spécial. Les députés l'ont déjà fait.
Vraiment, la retraite des députés a été véritablement modifiée, quasiment en tous les avantages. En gros, vous faisiez une année, 5 ans de mandat, vous aviez 5 ans en plus, vous aviez 10 ans. 1500 € de... Voilà. Donc, j'espère que les sénateurs feront de même. Ensuite, voilà, je sais simplement ce qui va se passer. Nous l'avons tous bien compris. Les Républicains vont vouloir s'emparer de cette loi et la faire à leurs mains. Ils vont évidemment la durcir parce qu'ils sont dans une course effrénée avec le Rassemblement national, notamment sur la question des femmes et de la fécondité. C'est tout à fait inintéressant. Je pense que l'opposition au Sénat va se battre pour arriver jusqu'à l'article 7 certainement, mais la bataille du Sénat, en réalité, je la regarde comme une bataille d'une droite qui veut exister, qui va prendre tous les artefacts habituels pour exister, les régimes spéciaux, en gros, les nantis contre les non-nantis, etc. Tout ça est sans intérêt pour moi. Moi, j'ai toujours l'impression que ce sujet, bon, il revient sans cesse d'ailleurs, il y a toujours des gens qui sont pour, qui sont contre, il y a des arguments effectivement des deux côtés. Moi, ce qui me frappe quand même de manière générale, quel que soit l'emploi, c'est la question de la pénibilité et de l'utilité du travail. C'est un peu les deux éléments. Il y a des boulots effectivement qui sont essentiels à la nation, au service public. Effectivement, une infirmière, ça peut avoir une utilité absolument vitale. Un médecin, il y a évidemment plein d'autres exemples à donner. Un responsable marketing, oui, il a son utilité bien sûr. Moi, c'est quelque chose que je méprise absolument pas, mais c'est pas exactement au même niveau d'utilité. Tout le monde le comprendra. Même chose pour la pénibilité. Tout le monde comprend aussi que être comptable, c'est parfaitement utile. C'est pas forcément simple d'ailleurs comme boulot. J'ai déjà fait des stages dans ce domaine-là, mais c'est pas non plus conduire des machines en pleine nuit sous -5 avec 3 couches de manteau sur le dos et un décalage avec sa vie familiale, sociale, etc. Donc voilà, c'est deux critères qui me semblent essentiels. Il y en aurait d'autres évidemment, mais ceux qui me frappent le plus et je pense qu'ils devraient ensuite irriguer l'ensemble des régimes, quel que soit le domaine, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, évidemment. Ensuite, après, on peut le décliner selon des spécificités, mais fondamentalement, c'est ça qui devrait guider les principes généraux de ces régimes-là. Justement, sur ces régimes-là, Vincent Delahaye, aujourd'hui, il y a des régimes spéciaux comme les avocats, par exemple. Pourquoi les supprimer alors que ce sont, par exemple, des régimes qui sont totalement excédentaires en plus et ils sont plus ou moins en autarcie? Alors écoutez, aujourd'hui il y a encore 42 régimes spéciaux. Alors il y a spéciaux, il y a autonomes, ça dépend un petit peu de quoi on parle. Mais c'est vrai que dans l'absolu, quand on y réfléchit bien, on se dit ça serait bien que tout le monde soit sur un pied d'égalité, c'est exactement le même régime, même si en fait on a presque 40 millions de parcours différents, mais c'est ça qui rend le sujet assez complexe. Mais en réalité, c'est vrai que tout le monde se dit ça serait bien que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Moi, je suis plutôt partant dans cette direction-là, à condition qu'effectivement on l'annonce dès le départ. Moi, je ne vois pas très bien comment le Sénat aujourd'hui pourrait, compte tenu de tout ce qui s'est passé, de toutes les manifestations et tout ce qui s'est exprimé dans la rue, pouvoir dire, écoutez, d'un seul coup, on va décider de supprimer les régimes spéciaux beaucoup plus vite que voulait le faire le gouvernement. Moi, je trouve que ça serait rajouter de l'huile sur le feu, alors que c'est quelque chose qu'on aurait pu annoncer au départ. On aurait pu l'annoncer au départ, discuter des conditions de le faire, parce qu'il y a effectivement la clause du grand-père. La clause du grand-père, ça veut dire que en fait, c'est tous les nouveaux arrivants dans le régime qui ont un régime modifié. Parce que c'est vrai que quand vous avez pris un travail et que vous savez que vous pouvez bénéficier d'une certaine forme de retraite, c'est un peu compliqué de le changer en cours de route. Mais ça pourrait se faire aussi. Moi, j'avais imaginé qu'on puisse dire, vous avez passé 30 ans dans l'ancien régime, entre guillemets, vous avez 10 ans dans le nouveau régime, on fait un prorata entre les deux et on calcule votre retraite de cette façon-là. Il y a différentes façons de faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'aurais été plutôt favorable à supprimer les régimes spéciaux, mais en l'annonçant dès le départ. Mais je trouve que c'est un peu compliqué d'annoncer en cours de route, de dire finalement, tiens, on va changer ce dont on a discuté et on va en rajouter. En tout cas, pour ma part, moi, je n'y serais pas favorable. Je suis d'accord avec vous, d'autant qu'on voit très bien que la bataille menée par la droite est une bataille pour sa propre survie politique. On a bien compris que la droite veut amender ce texte, la droite veut être faiseur de roi, enfin, dans ce rôle-là. Je redis, est-ce que les sénateurs vont supprimer leurs régimes spéciaux ? Je suis fatigué de ce populisme-là sur les régimes spéciaux. Cécile a absolument raison de parler des avocats, leur caisse est excédentaire, ils embêtent personne.
personnes. Ils étaient en furie avant le Covid et ils avaient bien raison de l'être. Ils faisaient des happenings tous les jours en disant mais arrêtez d'aller, en plus d'aller taper dans nos caisses à nous qui sont excédentaires pour combler vos trous à vous. Qu'est-ce que vous faites avec les danseurs de l'opéra? Franchement, objectivement, vous pensez vraiment qu'un danseur de l'opéra, après 45 ans, il peut danser? Qu'est-ce que vous faites alors avec les marins, pompiers? Qu'est-ce que vous faites avec les militaires? Parce que si on prend la liste des régimes spéciaux, parce que l'idée est de dire la RATP, la Poste, etc. Ok, prenons-la, la liste des régimes spéciaux. Vous faites quoi avec les militaires? Vous faites quoi avec les gendarmes? Vous croyez que la gendarmerie, l'armée vont accepter qu'on leur sucre leurs régimes spéciaux? Vous faites quoi? Eh bien, c'est ça, c'est incohérent. Et tout ça, finalement, n'est encore une fois qu'une posture politicienne. Et là où je vous rejoins, monsieur le vice-président, c'est que ça ne peut qu'aggraver encore la situation de la rue, la situation de tension sociale extrême, parce que ne croyez pas, c'est les vacances, mais vous allez voir le 7 mars que vous allez voir. Appelez-nous justement 0826 300 300 si vous êtes pour ou contre la suppression des régimes spéciaux. Pardon, Philippe Bilger. Monsieur le vice-président, je ne crois pas que ce soit une posture de la part du Sénat. On a tout à fait le droit, évidemment, de faire des compromis, des négociations au Sénat. Ça n'est pas la droite qui est ridicule dans cette affaire, au contraire. Et c'est sur la méthode elle-même que j'aimerais vous questionner. Est-ce que le souci du Sénat, de toute manière, toute tendance politique confondue, ça n'est pas précisément de donner un bon exemple démocratique par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Si, bien sûr, moi je n'ai pas parlé de posture. Moi je considère que la droite a le droit d'exister, que chacun a le droit, bien sûr, de se battre pour son existence. La posture, c'est la dénonciation de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est pas vrai, puisque à l'Assemblée nationale, la droite était déchirée. À l'Assemblée nationale, elle était déchirée. Après, la gauche essaie d'exister. La France Insoumise, on a vu de quelle façon ils existaient. En tout cas, ils essayaient d'exister à l'Assemblée nationale. Et ça donne un très mauvais exemple de ce que peut être la démocratie et ce que doit être la démocratie. Donc, c'est sûr que le Sénat va marquer son empreinte sur ce texte. Et j'espère, je crois qu'il va donner une bien meilleure image de la démocratie que ne l'a pu faire l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que notre souci, nous, c'est d'enrichir les textes. C'est d'essayer d'apporter, à travers nos amendements, d'apporter des choses qui corrigent un certain nombre d'anomalies ou font que les textes sont meilleurs quand ils sortent du Sénat que quand ils y rentrent. Donc c'est vrai que sur ce texte, il y a beaucoup de choses à dire, mais on aurait pu faire sans réforme des retraites. Il y a tellement de choses à voir sur ce sujet-là, c'est tellement complexe. Effectivement, il faut beaucoup de temps, il faut y passer beaucoup de temps pour bien comprendre. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui mérite qu'on y passe du temps, qu'on en discute. Et le Sénat va apporter sa marque. Et je pense que le Sénat arrivera au bout du texte et parviendra à voter un texte qui ne sera pas le texte du gouvernement, mais qui sera un texte amendé, mais qui permettra quand même d'aller vers la réforme qui est nécessaire. Moi, je le redis, parce qu'on a tendance à dire il n'y a pas besoin de réforme, les comptes sont équilibrés. C'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, les retraites coûtent à l'État 60 milliards d'euros. On a 155 milliards de déficit, et sur ces 155 milliards, c'est 60 milliards pour les retraites. Allez, 0826 300 300, Olivier est avec nous. Olivier, bienvenue. Olivier. Alors, encore un sujet sensible. Oui, décidément. Moi, je trouve quand même que ceux qui nous demandent de nous serrer la ceinture, là, ça fait un moment qu'ils ont adopté les bretelles. Je vais le dire comme ça, mais on est encore pour moi, dans un débat qui est cynique et démagogique. Je trouve qu'on oppose des citoyens en les tirant vers le bas. Oui. Voilà. Moi, je suis désolé, mais un égoutier, c'est 17 ans de vie en moins, quoi. On peut pas décemment expliquer à ces gens-là que c'est des privilégiés. Alors, c'est vrai que pour un sénateur, là je suis dans la bretelle, manger à la cantine du Sénat, ça provoque pas la même pénibilité. C'est vrai, elle est très bonne d'ailleurs. Oui. Je suis un peu taquin, non mais ce que je veux dire c'est que franchement, les régimes spéciaux, on met tout dedans, on devrait pas mettre tout dedans comme ça. Et je suis pas pour non plus pointer du doigt les régimes privilégiés. Moi je pense qu'il faut tirer vers le haut, et je pense que il faudrait une retraite pour tout le monde autour de 50 ans et pas autour de 64. Je pense qu'on n'est pas
né pour comme disait, on vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et là, on conditionne les gens à travailler, on les culpabilise à un moment donné de prétendre à la retraite, de prétendre à s'occuper de leurs petits-enfants. Moi, je suis scandalisé par cette philosophie, parce qu'en fait, c'est une forme d'esclavage moderne dans laquelle on veut faire rentrer les gens même dans un conditionnement psychologique. C'est-à-dire, admettez en fait que vous devez travailler. Ceux qui proposent de travailler plus longtemps, et c'est prouvé par les études, sont ceux qui sont heureux d'aller au travail, qui ont des bons salaires. Voilà. Mais les gens qui sont en difficulté et qui travaillent et qui ont le dos explosé, et qu'ils aspirent a priori à ne pas finir à l'hôpital ou à ne pas mourir au travail, moi je pense que c'est une question de décence dans le monde où on est. Et c'est scandaleux en fait. Ce débat de pousser les gens à 64 ans, il est scandaleux philosophiquement. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que... Je pense aussi c'est aussi, vous avez tout à fait raison, hein, mais je pense aussi c'est une question d'embauche, tout simplement. À un moment donné, il va y avoir un gros problème d'embauche si effectivement certains régimes spéciaux qui peuvent avoir une utilité très 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 forte, très évidente, venaient à être supprimés. Et c'est vrai d'ailleurs dans d'autres domaines. Bon là, je pense pas spécialement à eux, mais par exemple les enseignants, vous savez qu'il y a un gros problème, un énorme problème de recrutement chez les enseignants pour certaines disciplines, notamment le supérieur, parce qu'il y a aussi une question derrière de pénibilité, de conditions, de rémunération, etc. Donc en fait, les conditions réelles peuvent provoquer un problème d'embauche énorme demain. Mais Vincent Delay, est-ce que justement, si je vais faire un peu la mayonnaise de tout ce que tout le monde a dit, est-ce que la question qui se poserait pas, quelqu'un qui est par exemple à la SNCF, au service communication ou marketing, il n'y a pas de raison qu'il parte très tôt en retraite quand un maçon ou un plombier qui travaille à genoux ou un carreleur Après, c'est va par partir métier. plus tard. Est-ce que ce serait pas plus logique que ce soit par métier que par régime? Bah oui. Bien sûr, ça paraît évident. Hein. En tout cas, par rapport à la pénibilité, prendre en compte la pénibilité, ça paraît tout à fait juste et normal et logique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi, personnellement, je serais plutôt partisan de ne pas parler d'âge légal de départ, mais de durée de cotisation. Parce que la durée de cotisation, finalement, souvent, ceux qui commencent tôt ont souvent des métiers pénibles, et ceux qui commencent plus tard ont souvent fait pas mal d'études et peuvent effectivement travailler peut-être un peu plus longtemps. Donc c'est vrai que je crois que la durée de cotisation, alors on me dit que ça fait pas les mêmes économies budgétaires, parce que le monsieur qu'on a entendu, il est c'est très bien de vouloir partir à 50 ans. Mais dans ces cas-là, qui va payer les retraites? Parce que est-ce que on aura de moins en moins de cotisants et de plus en plus de retraités, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein. Il faut savoir que pour l'État, par exemple, il y a 0,9 fonctionnaires qui financent les retraites d'un retraité, quoi. En fait, c'est même pas 1 pour 1. Donc il y a un moment donné où c'est pour ça qu'il ne faut pas uniformiser cette retraite. Mais honnêtement, est-ce que vous portez, Monsieur le Vice-président, est-ce que vous portez un coup fatal à votre régime de retraite de sénateur déjà, pour commencer? Alors. Non, mais ça, j'y tiens vraiment. Ça y est, soyez. L'Assemblée nationale l'a fait. Il y a longtemps. Alors, comment ils l'ont fait? Ils ont supprimé la double cotisation. C'est-à-dire qu'il y a une double cotisation, il faut le savoir quand même qu'on cotise double. Et la deuxième cotisation, donc de 500 € par mois, en fait, ils l'ont eu en net dans leur feuille de paye. On le sait. Ils ont la rémunération actuellement. Non, on le sait. Non, je veux savoir, vous, les sénateurs. C'est pas toujours dit. C'est pas toujours dit. Excusez-moi, madame. Mais c'est pas toujours dit qu'aujourd'hui, ils gagnent plus que les sénateurs parce qu'ils ne cotisent plus de la même façon sur la retraite. Et ensuite, le régime de retraite est financé par l'État. C'est-à-dire que l'État vient équilibrer le régime de retraite. Alors que nous, au niveau, vous parliez tout à l'heure des avocats, mais au niveau des sénateurs, je suis au courant parfaitement. On ne demande rien chaque année à l'État. Donc, est-ce que vous allez, puisque vous le demandez aux avocats, je réitère ma question, vous le demandez aux avocats qui ont une caisse autonome, ça sera demandé les régimes spéciaux. Si vous faites la réforme, est-ce que vous-même, puisque vous avez une caisse autonome, vous accepterez de rentrer dans cette réforme des régimes spéciaux? Nous, on appliquera la réforme telle qu'elle sera votée à la fin et qu'elle sera décidée par le gouvernement. Donc, on a toujours adapté notre régime en fonction de ce qui était voté. Donc, ce qui sera voté sera appliqué par rapport au régime autonome du Sénat. Merci beaucoup Vincent Delay, vice-président du Sénat Union centriste. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Vous restez avec nous. On n'a pas fini avec vous, Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Tom Conan. On a encore des trucs à vous dire. Allez, à tout de suite. C'est les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h et vous voulez réagir, vous avez bien raison de vouloir réagir. 0826 300 300 et c'est Eric qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Eric, vous vouliez revenir sur ce que disait Tom Conan dans son tour de table sur la sécheresse, si je ne m'abuse. Oui, voilà, et notamment sur ce que vous disiez
sur l'obligation que dans les toilettes, ce soit de l'eau potable qui C'est soit ça. vide. En fait, c'est juste une question de taxes, de redevances de retraitement, en fait. Puisque si vous mettez de l'eau puisée ou de l'eau de pluie, les taxes ne sont pas perçues par les collectivités pour le retraitement des eaux. Ah, Voilà. d'accord. C'est une question de juste gros la sous. raison. Voilà. Tout à fait. Intéressant. Mais c'est ce que ça. Quand vous payez votre facture d'eau, vous avez la fourniture de l'eau, et ensuite vous payez aussi tout ce qui est assainissement, retraitement de l'eau, des eaux usées. Et ce qui est assez scandaleux C'est quand fou, même. ça. hein. Mais, Philippe, mais c'est vrai, oui, non, mais l'argent n'a pas d'odeur. Ah ouais, non, mais en Voilà. effet, mais c'est vrai que ça fait partie, effectivement, l'eau, on en parlait tout à l'heure avec Françoise, de ces questions qu'on pensait effectivement ne jamais devoir affronter. Je veux dire, l'eau, on est quand même sur la planète bleue, hein, je veux dire, on Oui, a entendu jusqu'à ça présent, oui. depuis qu'on C'est est une môme. nouvelle ère, hein. Et en réalité, effectivement, vous avez peut-être vu des reportages, notamment sur ce qui se passe en Californie, avec des propriétaires qui rachètent des terres agricoles, mais non pas dans l'objectif de les exploiter, mais uniquement dans l'objectif de récolter de l'eau éventuellement qui tomberait dans des bassines, etc., et qui serait ensuite privatisée d'une manière ou d'une autre. Et il y a une vraie guerre effectivement qui se joue actuellement. Vous savez aussi qu'il y a un enjeu juridique, il y a des associations qui militent pour que ça soit justement un bien commun de l'humanité, de façon à ce que ça soit pas privatisable, que personne demain puisse en effet considérer que L'eau voilà, on déjà peut- est privatisée en grande partie dans Bien les villes sûr. françaises. Hein. Ouais, mais pas dans sa totalité, fort heureusement. Et donc, il pourrait y avoir une extraction du marché de cette denrée-là. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on voit bien que Macron, tout le discours qu'il y a eu sur la sobriété énergétique, il l'applique maintenant, ce qu'il a dit au Salon de l'Agriculture le 25 février, sur la question de l'eau, avec une sobriété qui s'appliquerait également donc à cette matière. Philippe, est-ce que c'est un sujet qui vous fait peur, ce sujet de l'eau dont on entend parler on sera demain d'ailleurs au Salon de l'Agriculture. C'est un vrai sujet pour les agriculteurs, mais au quotidien, finalement, on se dit... Il ne me fait pas peur, Cécile, pour une raison simple qui n'est pas à mon avantage. Je me lave C'est que pas. profondément, je ne connais pas grand-chose de ces problèmes-là. Mais quand j'écoute mes amis, évidemment, je me doute que pour le monde, c'est un vrai problème. Mais j'aurais du mal à développer, comme le fait Tom et Françoise tout à l'heure, des théories là-dessus. Et j'entends notre ami là qui... Mais est-ce qu'on a pu imaginer, c'est ce que dit Tom, est-ce qu'on aurait pu imaginer il y a 10 ans, 15 ans, de dire qu'un jour l'eau sera en pénurie, par exemple. C'est ça qui est dingue. Et sur la question vraiment, sur les eaux usées, hein, je mentionnais ça tout à l'heure, la France donc réutilise 1% environ de ces eaux usées. Les autres sont, le reste est perdu. 14% en Espagne, alors 8% en Italie et 85% en Israël. Alors je sais pas quelle est la technique incroyable en Israël pour qu'on ait cette eau-là, mais c'est intéressant. Oui, Eric, vous travaillez dans ce modèle, en fait Un petit peu, je suis au ministère de l'écologie, en fait. Moi, j'ai lu il y a quelques temps une start-up qui propose pour les nouvelles constructions de récupérer toutes les eaux usées, c'est-à-dire la douche, la vaisselle, le linge, pour faire fonctionner les toilettes, par exemple. Moi, je trouve que ce serait une super idée. Ce serait pas une bonne idée, Oui, ça, mais pour... légalement, c'est pas autorisé. Oui, mais ça, il suffit de faire une loi. Oui, il faut changer les textes, tout simplement. Mais vous qui êtes au ministère de l'écologie, rapidement, là, sur notre quotidien, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Ça, effectivement, cette loi sur les eaux des toilettes, les eaux usées, par exemple. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Oui, le sujet est vaste. C'est très compliqué. On ne peut pas trop rationner, mais il faut pousser les gens à restreindre. Quoi. Mais ne restez pas entre deux eaux. La question des bassines que je mentionnais rapidement tout à l'heure, que les agriculteurs effectivement veulent mettre en place pour les mois de sécheresse, c'est très polémique effectivement, parce que vous pompez dans les nappes phréatiques et vous pouvez potentiellement avoir des dommages sur la faune et la flore, etc. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on voit bien qu'il y a d'un côté effectivement les partisans de l'écologie, de la préservation de la biodiversité, et de l'autre côté les agriculteurs qui ont des objectifs aussi de productivité, de performance. Ou alors il faut revoir les cultures, trouver des cultures qui soient moins gourmandes en eau. Supprimer le maïs, déjà, ce serait déjà pas mal. Certains parlaient de retirer, notamment dans le sud-ouest, qui est la grande partie, les Landes notamment, où on fait le maïs en France, de remplacer le maïs par du sorgho.
certains émettaient cette solution. Mais on va y venir. Vous avez quand même des aliments qui demandent très peu Il n'y d'eau. aura pas le choix. Il y en a qui aussi, il y a les agriculteurs qui ne labourent plus, je lisais ça tout à l'heure pour préparer l'émission, qui ne labourent plus leurs champs justement pour éviter l'évaporation de l'eau. Vous imaginez quand même jusqu'où on va. Et on est quand même en France, on n'aurait pas imaginé ça il y a quelques années. C'est pas un labourage en profondeur. Voilà. Juste à surface. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Eric. Vous avez vraiment irrigué le débat. Oui. C'est ça. Merci. C'est ça. Merci à vous. Merci mille fois de nous avoir appelé, Eric. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Ça a été un plaisir. On se retrouve demain parmi les animaux de la ferme. Salon. Voilà. Pour rattater le cul des vaches. Oui. Roger m'a dit qu'il aimerait vous voir traire une vache. Ah ben, je l'ai fait. Voilà. On va faire une vidéo. On fera une vidéo. Oui, génial. On va voir si on peut faire une vidéo demain. Ah ouais, je vais voir ça. Pour TikTok, ça sera parfait. Autant que ce soit de la bibine. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup, Tom Conan, d'avoir été avec nous. Merci, Tom. Dans un instant, on vous parle emploi, bien entendu, avec Jérôme Laverny. Vous savez que tous les mardis soirs, on essaye de trouver du boulot à des personnes en demande d'emploi. Et ben, on va s'y atteler encore ce soir et on va parler de tourisme aussi. Et Philippe David. Oui. Je vous dis à tout de suite. Tout de suite. Et ben voilà, à tout de suite.